Alors, en fait, quand Céline m'a contacté et m'a présenté le programme, j'ai dit, oh là là, données de recherche, recherche des données, mais il y a plein de données qui sont désormais accessibles et peut-être on pourrait en parler. Et cela vient de mon expérience récente, d'expert auprès du CESRES, ce moment du Covid, hein, ils avaient besoin d'un virologue, évidemment, enfin d'une virologue. Et du coup, j'y ai appris beaucoup de choses depuis 3 ans. Et il m'a semblé assez intéressant d'évoquer, au-delà des recherches cliniques habituelles, telles que les essais thérapeutiques, les études de cohorte, la question de l'utilisation des bases de données, puisque c'est un peu le job qu'on fait, des données de santé qui méritaient d'être abordées au sein de cette journée. En effet, l'année 2019 est une année charnière, puisque des nouvelles possibilités ont été ouvertes aux associations de patients pour qu'elles puissent développer leurs propres recherches spécifiques et poser leurs propres questions. De fait, il a été reconnu à ce moment-là que les associations avaient toute légitimité pour construire ces projets, qui intégraient leurs propres questionnements et qui ne sauraient être abordés par les questionnements que peuvent poser, les questions que peuvent poser les médecins-chercheurs et les épidémiologistes. Donc, cette présentation, l'idée, c'est de présenter un certain nombre de définitions et d'informations avec des diapositives du SNDS et du Health Data Hub, de façon à sensibiliser, inciter, utiliser toutes ces nouvelles possibilités qui offrent, on va le dire carrément, une deuxième vie aux données de santé. Alors, l'histoire est la suivante. En 1982, il y a eu d'abord le projet de médicalisation des systèmes d'information avec le PMSI. Et puis en 1999, il y a eu la loi de financement de la sécurité sociale avec la création du SNIRAM. Le PMSI, c'était essentiellement les données du séjour hospitalier. Le SNIRAM avait un chaînage de l'assurance maladie des séjours hospitaliers et les informations de remboursement de l'assurance maladie. Et puis, 2016, la loi de modernisation du système de santé avec la création du SNDS. En fait, facile de comprendre que l'État a besoin de savoir combien coûte la consommation de soins, combien coûtent les médicaments, quels sont les coûts pour la sécurité sociale. Donc l'idée de départ était de créer une base de données sur l'analyse de la consommation de soins en France. Et donc ce SNDS est une base de données qui offre une vision assez complète du parcours de soins de l'ensemble de la population française, donc sur l'ensemble du territoire, avec plus de 67 millions de personnes, sur 20 ans. On a une profondeur des données historiques sur 20 ans. C'est pour nous qui avons 40 ans de recherche sur le VIH, ça n'est que la moitié, mais c'est déjà ça. Et évidemment, les données sont pseudonymisées. Alors, l'année 2019, c'est une modification avec une transformation de l'utilisation du système de santé. Alors, qu'est-ce que la plateforme des données de santé ou le Health Data Hub? En fait, le Health Data Hub, ça a été créé à la suite du rapport de Cédric Villani sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine. Et l'idée pour lui, c'était d'indiquer que c'est pas le tout de faire des bases de données, mais c'est encore mieux si on peut les utiliser et qu'elles peuvent constituer vraiment des sources très variées de recherche et de diverses recherches en santé. Donc les missions du Health Data Hub, c'est réunir, organiser et mettre à disposition des données. Des données évidemment issues du SNDS, mais aussi promouvoir l'utilisation de ces données de santé, considérant encore une fois que c'est un trésor de guerre, c'est un vrai patrimoine collectif qu'il faut exploiter, et effectivement l'expression est donnée avec une deuxième vie aux données de santé. L'idée est de pouvoir informer les patients, promouvoir, faciliter l'exercice de leurs droits, on va le voir comment,
contribuer à l'élaboration de référentiels de la CNIL. Là aussi, il faut que la CNIL s'assouplisse un peu et donne un peu plus d'autorisation, même s'il faut excessivement encadrer les choses. Faciliter la mise à disposition de jeux de données, c'est-à-dire pouvoir faire des extractions et avoir la possibilité de travailler. Contribuer à diffuser les normes de standardisation, peu importe, mais surtout accompagner notamment financièrement les porteurs de projets. Et ça, je pense que ça va être un point important pour les associations. Alors, la diapositive montre la complexité du SNDS avec la complexité de toutes les données qui y sont intégrées, les liens avec le CEPIDC, les données, les causes de décès, la cartographie des pathologies. Chaque patient a un certain nombre de données énormes récupérées via les différents hôpitaux, via l'assurance maladie, et tout ça constitue des millions et des millions de visites d'hôpitaux et des milliards de data. Donc c'est une base de données extrêmement complexe qui n'est pas manipulable par tout le monde, vous le comprenez, mais qui est maintenant, il est vraiment important de comprendre qu'un certain nombre de données et d'informations sont disponibles. Alors, sur cette diapositive, il y a les données disponibles et non disponibles. Bien sûr, ça décrit l'âge, le sexe, le code postal, le type de régime, la maladie longue durée, l'invalidité. Un certain nombre de données décrivent, identifient le patient au travers de sa consommation de soins, la date de la biologie, les médicaments, mais ce qui n'est pas disponible, c'est les résultats de la biologie. Ça, c'est autrement dans un autre fichier, notamment dans le PMSI. Si le patient, par exemple, est hospitalisé, qu'il a une pneumopathie, on sait que non seulement il a eu un prélèvement pulmonaire dans le SNDS, mais dans le PMSI, on va savoir qu'il a eu une bactérie positive et qu'il a eu des antibiotiques. Donc, il y a vraiment besoin d'un chaînage et d'une articulation entre les différentes bases de données pour avoir une histoire complète du suivi du patient. Alors, ces diapositives donc tirées de ce que j'ai trouvé sur la base du HDH. On a donc des données associées à chaque remboursement de l'assurance maladie. On a les données d'hospitalisation, les causes médicales de décès, mais on n'a pas le résultat de la biologie, on n'a pas toutes les données sur le mode de vie et les diagnostics effectués par le médecin, généraliste notamment. Donc, deux informations. Pour accéder au SNDS, il faut suivre des démarches particulières. Et donc, dans la question qui m'est posée, les enjeux, les difficultés, c'est certainement une difficulté. Mais bon, on peut y arriver. Le cadre réglementaire est strict, non seulement du point de vue éthique, mais aussi du point de vue technique. C'est assez difficile d'accéder et de manipuler cette base. Donc, pour un projet qui justifierait les besoins d'accès, le SNDS va apporter quand même un historique médical exhaustif sur une période, dans une population restreinte. Et bien sûr, comme l'a dit Dominique, le jeu consiste à ne pas mettre trop de données et minimiser le questionnement pour que l'extraction soit réaliste. Alors, que peut-on étudier dans le SNDS? Clairement, c'est beaucoup des questions d'épidémiologie. On peut étudier l'occurrence d'un phénomène, son incidence, sa prévalence, le schéma d'un traitement habituel. Voilà. Ce qui est important pour les associations, c'est de savoir que le Health Data Hub développe un outil de requête à la demande qui va permettre aux associations de patients d'accéder et d'avoir accès, qui va surtout donner l'autorisation de poser des projets et d'avoir accès à des indicateurs chiffrés. Et surtout, le Health Data Hub va mettre en place des formations et des informations sur le site, avec notamment des webinars qui sont accessibles, et de façon à s'initier et à comprendre comment fonctionne le SNDS et comment on peut y accéder. Alors, quelques travaux, c'est pas possible, j'arrive pas à lire tellement c'est noir là, donc vous les lisez beaucoup mieux que moi.
Il y a ici des exemples menés à partir de la base principale du SNDS ces dernières années, avec des études du parcours de soins, l'épidémiologie et surveillance avec l'assurance maladie, la consommation de soins avec les études EPIFAR notamment extrêmement intéressantes, et puis même de la pharmacoépidémiologie. Je crois qu'il était temps d'avoir des possibilités de faire de la pharmacoépidémiologie, encore une fois, sur l'ensemble de la France. C'est beaucoup mieux d'avoir les données sur, par exemple, tous les greffés de reins, sur l'ensemble du territoire, et voir un petit peu ce qui se passe avec l'utilisation des médicaments. C'est beaucoup plus informatif que de savoir sur un seul hôpital. Donc un hôpital peut construire un projet de façon à accéder aux données nationales. Alors, il est important quand même de voir que les travaux de recherche en santé sont habituellement montés par des chercheurs et des industriels. Ce qu'on voit au CSRS, c'est aussi des dossiers d'industriels. Bien sûr, ils ne peuvent pas traiter tous les sujets importants soulevés par les patients. Et donc, l'idée de Health Data Hub, c'est d'ouvrir de façon que on puisse faire une analyse des données de santé des patients, mais guidée par les patients. Donc les associations ont vraiment une expérience unique pour recenser les besoins des patients et sont en mesure de formaliser des projets autonomes d'analyse de santé, même s'il faut qu'elles se fassent aider. Et si ce n'est pas aussi simple, mais elles peuvent mettre en œuvre les projets en combinant la proximité avec les patients, leur expertise dans le domaine et en collaborant avec les acteurs de santé. Donc encore une fois, la totale légitimité des associations ne laisse aucun doute, et ça, c'est vraiment un pas considérable qui a été fait depuis 2019. Donc ici, un exemple d'une association qui défend évidemment les intérêts des patients, d'un médecin-chercheur, et ce qu'on voit, c'est que le chercheur va apporter ses connaissances en médecine et en procédures scientifiques. L'association, la dénommée Anne-Marie, va apporter son expérience avec la connaissance fine de la maladie et du quotidien, la vie au jour le jour avec la maladie. Mais il faut un troisième acteur, c'est un besoin d'expertise pour le SNDS, et là il faut des autorisations spéciales et une formation au SNDS. Donc bon, ça fait une complémentarité des compétences, mais un travail bien sûr multidisciplinaire avec un rapprochement des ressources. Alors, une petite donnée supplémentaire sur OpenMedic, c'est un ensemble de jeux de données qui vont être extraites du SNDS pour analyser l'usage d'un médicament délivré en médecine de ville. Donc c'est un complément pas inintéressant parce que ça donne un jeu de données en accès libre, contrairement au SNDS, et ça permet de réaliser librement des analyses transversales, c'est-à-dire à un instant donné, sur la consommation des médicaments à partir d'une base de données, évidemment, encore une fois, bien construite, avec un beau projet et agrégée. Alors, le parcours. Alors, la procédure standard, c'est un circuit d'autorisation d'un projet avant que celui-ci puisse être mis en œuvre. Il est d'abord, évidemment, écrit et proposé et construit, et il est envoyé au Health Data Hub qui regarde s'il est complet, s'il est nécessaire de vous accompagner dans les différentes étapes de la procédure. Une fois que cette vérification est faite, le dossier est envoyé au CESRES. On va voir ce qu'il c'est. C'est un comité indépendant qui va être chargé d'évaluer les finalités, c'est la science, la méthodologie du projet, et les aspects éthiques et les aspects d'intérêt aussi pour les patients. Et enfin, c'est la CNIL, à la fin, troisième étape, qui est l'autorité indépendante de protection des données personnelles, qui doit s'assurer que le projet respecte la réglementation en vigueur en matière de protection de la vie privée. Ce qui est important, c'est que donc le CESRES fait l'évaluation de la partie scientifique, ce n'est pas la CNIL. Donc c'est vrai que tout ça est construit sur le fait que les données de santé, c'est vrai, doivent être partagées, mais ça doit pouvoir améliorer la qualité des soins, mais ça doit se faire dans le respect des droits des personnes concernées. Et en France, il y a plusieurs mécanismes de protection des données de santé.
surtout les données de santé qui sont utilisées à des fins de recherche, même si elles sont pseudonymisées, elles restent des données personnelles. Il faut vraiment qu'elles soient parfaitement anonymisées. Et dans ce contexte, on doit faire attention pour garantir le respect des droits des personnes concernées. Et donc, il y a des mesures de sécurité des plateformes. Par exemple, quand dans des dossiers du CSRS, on nous dit qu'on va constituer un fichier Excel et qu'on est dans un service où effectivement le fichier Excel va tourner entre les mains de tout le monde, enfin, est accessible à tout le monde. D'abord, le fichier Excel, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il faut qu'il soit bien sécurisé, il faut qu'il nous explique un petit peu comment vont être anonymisées les données, etc. Enfin, on a toute cette démarche absolument importante pour prévoir les mécanismes de protection des données. Même si elles sont anonymes, on n'a pas besoin, enfin, il faut protéger le projet en lui-même et protéger y compris les réponses et les analyses au fur et à mesure. Alors, il y a des instances qui qui vont intervenir dans la délivrance de l'autorisation à traiter les données. Le CSRS, il donne un avis et la CNIL donne l'autorisation finale. Donc le CSRS, c'est un comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé. Alors, il va regarder la finalité, la question, les objectifs, la méthodologie, la nécessité de recours aux données de santé. Alors, il peut y avoir des projets où les données sont uniquement sur SNDS, d'autres projets où SNDS, PMSI, il faut un chaînage, etc. Et le projet va être construit. Et donc, c'est la CNAM qui va faire l'extraction de l'ensemble des données nécessaires au projet. Donc, les aspects éthiques, scientifiques ont été vérifiés et éventuellement, le caractère d'intérêt public, ça, on le regarde à chaque fois. C'est vrai qu'on a un délai relativement court pour répondre. On répond avec avis favorable ou favorable avec recommandation. C'est un peu comme on fait à la NRS, c'est-à-dire que des recommandations vont permettre éventuellement d'améliorer le projet, de bien revérifier les objectifs, soit les réduire, soit les augmenter, et des recommandations constructives. Et puis, le sens de l'avis est envoyé à la CNIL. Alors là, la CNIL, elle a un délai réglementaire de 2 mois pour répondre. Donc, le CSRS a répondu vite. La CNIL a répondu vite. Mais là, on arrive à l'étape finale, qui est que quand l'autorisation est obtenue, il faut que les chercheurs aient enfin accès à leurs données et qu'on leur fasse la mise à disposition. Dans la question qui m'est posée, est-ce qu'il y a des difficultés, des enjeux? Oui. En 3 ans, on voit que quand même, il y a eu des difficultés pour que la CNAM fasse les extractions nécessaires aux différents projets. Il y a des projets qui ont plus ou moins attendu. C'est la CNAM qui en est responsable, le HDH aussi. Donc voilà, il y a encore à améliorer les choses pour diminuer les délais d'accès aux fichiers et aux analyses, et ça peut prendre quelques mois. C'est vrai que c'est peut-être un frein et une difficulté, mais ça s'améliore. Donc voilà, maintenant pour finir, des exemples de projets proposés par des associations mobilisant les données du SNDS. Il y a Rénalo, qui a étudié le parcours d'insuffisants rénaux de 18 à 60 ans. Donc vous voyez, une association, voilà, ça y est, ça a commencé. La Fédération française des diabétiques, identification des facteurs associés au recours de la télémédecine des personnes diabétiques pendant l'épidémie de Covid, à partir des données du SNDS. Ensuite, les exemples de projets sur le VIH qui ont mobilisé les données du SNDS. Alors, il y a l'accord de VESPA, bien sûr, mené par l'INSERM, avec les enquêtes sur les personnes atteintes de VIH. À la NRS, il y a le perte de suivi dans le soin des sujets infectés par le VIH. Et puis, plus récemment, il y a une association, le DATAIDS, qui a regardé l'impact de la pandémie due au SARS-CoV-2 sur la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Donc on est au cœur de l'utilisation des données de santé et de l'utilisation évidemment des patients qui sont inscrits à la sécurité sociale. Donc en conclusion, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Évidemment, en tant que président de l'ARCAT
et être sur le VIH depuis 40 ans, autant vous dire que j'attends impatiemment que les choses avancent plus vite, parce qu'on est à un moment critique. Pour moi, 2030, c'est demain, et je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire bouger en France en ce moment. Alors, les associations, bien, vous êtes auprès de groupes exposés, vous savez aller vers. Vous savez aller vers les populations cibles et vous devez vous emparer des outils tels que ces bases de données de santé, parce que vous avez toute légitimité pour construire des projets spécifiques, même si vous devez travailler au sein de groupes multidisciplinaires. Mais c'est jouable. Je considère que c'est jouable parce qu'il y a une vraie intention de formation. Il y a de la formation, il y a un diplôme d'ailleurs qui est organisé par l'ISPED de Bordeaux avec le Health Data Hub. Il y a des webinars qui sont construits avec France Asso Santé qui sont assez intéressants, et c'est vrai qu'on sent bien l'envie de conduire les associations à la construction de leurs projets. Donc pour finir, je vous ai mis le site du HHDH de façon que vous puissiez aller voir beaucoup mieux que cette petite présentation. Je vous remercie. Merci Christine. Une ou deux questions, potentiellement? Bonjour. Alors déjà, je voulais vous remercier pour l'introduction et la conclusion, où c'est rare qu'on valorise autant la parole des patients, et pour ça déjà je vous en remercie. Je ne sais pas si c'est un plaidoyer vraiment ou une question. Il y a quelque chose qui me manque depuis le début de cette journée, et ça s'ouvre avec tout ce que vous avez dit, qui est, j'ai l'impression parfois qu'on oublie qu'on parle du virus le plus stigmatisé qui soit, où aujourd'hui encore on considère les personnes vivant avec les VIH comme des serial contaminateurs, des assassins, etc. Et que il me manque souvent cette dimension psychosociale qui a un impact direct sur l'observance. Je vais essayer de raconter je vais essayer de raccourcir au maximum l'histoire pour illustrer ça. L'un des premiers accompagnements que j'ai fait, c'était un papa séropositif, séropo depuis des années, qui était isolé depuis des années avec 2 enfants, et qui, à force de sérophobie, d'insultes, d'isolement, se retrouve un jour à acheter le bouquin de Grosjean, qui est toujours en vente sur Amazon, qui explique que le VIH n'existe pas et qu'on traite le sida à base de germes de blé. Bon. Il se retrouve à traiter son VIH à base de germes de blé, à laisser tomber son traitement et à isoler. Bon, heureusement qu'on est arrivé à agir à temps, il s'en est sorti. Mais c'est finalement quelle place on donne à la sérophobie, que je trouve qu'il y a un mot qu'on voit encore trop peu. On est en 2023 et je me dis, mais comment ça se fait que depuis ce matin, 9h, pas une seule fois j'ai vu le mot sérophobie écrit quelque part. Et finalement, est-ce qu'on peut penser, dans les années à venir, de récolter des données aussi sur ce que vivent dans la vie sociale les personnes vivant avec le VIH, quels sont l'accès à leurs droits, d'essayer peut-être aussi de faire un lien direct avec finalement la dynamique de l'épidémie. Et voilà, moi, je ne sais pas si c'est clair comme question. Merci. Alors ça s'intègre, je dirais relativement moyennement dans mon exposé, dans la mesure où moi mon exposé concerne essentiellement des analyses rétrospectives des données, mais vous avez raison, et ça rejoint un peu ce que disait aussi Dominique. Ces questions-là interfèrent effectivement de façon importante dans le parcours de soins d'une personne qui peut abandonner son traitement, ne plus être suivie, etc. Et il est extrêmement important de comprendre les raisons, effectivement, d'un perdu de vue et d'un abandon de parcours de soins. Donc ça fait partie des questions qui peuvent être amenées par les associations. Non seulement on cherche pourquoi les perdus de vue, mais on cherche pourquoi la personne a été perdue de vue, qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous êtes un peu au cœur de la question, même si je n'ai pas le temps de donner plusieurs exemples, mais ça fait partie des questions tout à fait importantes dans ce que l'on a exposé les uns et les autres aujourd'hui, à savoir le parcours de soins, il faut qu'il soit maintenu et il faut que la personne se sente concernée et pour maintenir son traitement. Donc voilà, c'est une réponse peut-être trop médicale, je suis désolée. On a eu la même idée avec Bruno, c'est peut-être l'occasion. Oui, moi, voilà, je voudrais répondre qu'il y a quand même les enquêtes VESPA qui sont ANRS, hein, pas INSERM, ANRS, c'est promu par l'ANRS, qui
qui sont là Oui, pour c'est les répondre. chercheurs INSERM, c'est pour ça. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est quand même Oui, c'est quand même un NRS. c'est quand même beaucoup d'argent donné par la NRS et on les remercie. Et donc cette enquête, elle vise à documenter les conditions de vie et notamment la stigmatisation, les discriminations perçues par les personnes. Donc c'est à la magie d'être représentatif des personnes vivant avec le VIH et ça donne, on verra avec Vespa 3 si ça a évolué ou pas depuis Vespa 2 qui a eu lieu en 2011 et Vespa 1 en 2003. Et donc je vous incite toutes et tous à chaque fois que vous verrez que cette enquête se passe dans les services de prise en charge du VIH, ça va démarrer dans quelques semaines. On commence les pilotes actuellement et il faut absolument donner envie aux personnes qui vont être enquêtées d'accepter de remplir à cette enquête pour qu'on ait un maximum de réponses le plus fiables possible. C'est une source d'information majeure sur ce que tu soulèves. Une dernière... oui. Est-ce qu'il faut qu'on fasse une petite pause avant la table? Merci beaucoup pour cet exposé. C'est vraiment clé en main, en fait. Très important d'avoir ces informations-là aussi. Voilà, pour moi, les questions que ça me pose... déjà, les constats, je trouve que ça montre que c'est l'importance, finalement, des instances de régulation. Vous parlez du CESRES, de la CNIL. Des fois, il y a des velléités un peu de simplification, justement, ou d'accélération, mais on voit, mine de rien, qu'on ne peut pas faire sans aujourd'hui si on veut cadrer sur tous les aspects les projets qui existent. Et j'aurais deux questions, en fait. C'est que quand on voit les possibilités que ça offre, finalement, l'accès aux données du SNDS via le HDH, c'est comment est-ce qu'on fait communiquer les acteurs ensemble aussi pour éviter qu'il n'y ait pas une déperdition d'efforts, des projets finalement similaires qui soient déposés, qui fassent perdre du temps, et qui puissent ralentir finalement à la fin l'aboutissement de certaines données. Vous parlez de la prévalence, par exemple. On sait que qu'il y a quand même des instances aujourd'hui qui sont chargées de mener des études sur la prévalence. Si je veux dire des associations, chacune de leur côté, et pas que les associations, d'ailleurs d'autres acteurs, font des études, finalement il y aurait peut-être un moyen de tout rassembler, de mutualiser, et c'est la communication entre les acteurs, il me semble, qui serait le plus adapté. Oui, je pense qu'une partie de la réponse est présentée avec le DATEX, mais surtout, c'est la NRS qui devrait presque répondre, dans la mesure où elle a besoin que vous veniez avec vos questionnements, même si c'est vous qui allez porter votre projet. La NRS peut venir non pas en backup, mais en partenaire. Et alors que jusqu'à maintenant, beaucoup de recherches communautaires, encore que nous, à l'ARCAT, on a quand même fait des projets au nom de l'ARCAT, donc c'est pas la recherche communautaire existe de toutes les façons, mais c'est vrai, vous avez raison, surtout en réponse à la question, à ce que vient de dire Bruno, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait les mêmes études qui soient faites par les associations et par la NRS et par les sciences sociales. Donc il faut s'articuler, mais de toute façon, vous ne pouvez pas faire tout seul. Et je pense que l'idée de la complémentarité et de l'organisation avec des chercheurs, qu'ils soient de sciences sociales ou qu'ils soient des médecins, va vous aider à savoir ce qui se passe ailleurs et comment vous pouvez ajuster votre questionnement par rapport aux autres projets qui sont en cours. Merci de la question. Un dernier questionnement que j'avais Christophe, aussi, pardon, en tant que co-gardien du programme. Désolé, mais c'était sur le HDH, savoir où ça en était en fait, parce que alors nous à l'association du HDH, quand je dis nous, c'est les associations. Je sais qu'il y a des associations qui avaient été très vigilantes justement sur les questions d'hébergement, notamment de risque d'extraterritorialité. C'est pas du tout qu'on était en fait contre le projet en soi et ce qu'il pouvait amener. Au contraire, on est tout à fait favorable. Mais encore une fois, en fait, le cadre et la protection du droit des patients, à la fin, il y avait eu des allers-retours, ça avait un peu freiné, on le sait, finalement, la mise en place du projet. Ça en est où aujourd'hui, le HDH? Est-ce qu'on peut l'utiliser ou est-ce qu'il y a encore des décisions en attente pour qu'il soit opérationnel sur tous les sujets? Je suis désolée, j'ai cru avoir montré qu'il était complètement opérationnel. Donc non, je pense qu'il y a encore un certain nombre de choses qui ne vont pas, mais dans l'ensemble, l'opérationnalité,
s'est construite au fur et à mesure, et je crois que... Mais en fait, pour l'instant, quand on fait une demande, c'est encore la CNAM qui fait les accès, parce que c'est elle qui a accès aux données, et le HDH n'a pour l'instant pas accès aux données, puisque son projet d'hébergement n'est pas encore totalement validé par la CNIL. Et ça explique, comme la CNAM, disons, les moyens ont été donnés au HDH, et la CNAM, du coup, c'est pour ça qu'il y a des délais dans l'accès aux données. Elle est un peu débordée, là. Parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens, mais c'est eux qui font le boulot. Bon, ça va finir par se régler un jour, mais pour l'instant, voilà. C'est un peu difficile. Et d'autre part, il y a aussi un problème pour les gens qui ont accès, pas dans des projets d'appariement, mais directement, ils vont tout faire à partir des données du SNDS, parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et des outils informatiques qui ne sont pas à la hauteur, ce qui fait que ça rame. Voilà. Ça, c'est un vrai souci de préservation des données et de protection des données des patients. Merci infiniment, Christine.